Au milieu d'un chantier routier de plusieurs millions d'euros sur le point de s'arrêter complètement, Léa, une jeune mécanicienne de 19 ans, s'approche du broyeur immobilisé et demande simplement « Je peux jeter un œil ?» Aussitôt, le chef mécanicien du bois explose devant tout le monde. « Cette machine est foutue définitivement, petite. Dégage d'ici avant de te ridiculiser. » Les ouvriers s'arrêtent, l'ingénieur ricane et il continue à l'humilier sans pitié. Mais quand la jeune femme monte dans la cabine et exige un silence absolu, elle fait un seul geste simple et rapide qui fait blêmir le mécanicien du bois sur le champ. Les ouvriers échangent des regards, l'ingénieur s'étrangle et personne ne comprend comment cette gamine a pu détecter cela aussi rapidement. C'était un matin de juillet étouffant, de ceux où le soleil du sud de la France frappe sans merci et où la sueur coule avant même que vous ne commenciez à travailler. Sur le chantier routier de la départementale D947, une opération gigantesque de rénovation évaluée à 8,3 millions d'euros était au bord de l'effondrement total. Et tout cela à cause d'une seule machine. Pas n'importe quelle machine, mes amis. Un broyeur Klemann MR130Z EVO2, ce monstre de 38 tonnes, 4,10 mètres de hauteur, avec une mâchoire capable de broyer 450 tonnes de béton par heure. Une machine qui avait coûté 780 000 euros et qui, ce matin-là, était complètement morte. Le moteur diesel Scania DC13, avec ses 6 cylindres et 368 chevaux de puissance, ne répondait tout simplement plus. Rien. Pas un claquement, pas une vibration, pas ce ronronnement caractéristique qui fait trembler le sol quand l'un de ces géants se réveille. Le système hydraulique haute pression qui actionne cette mâchoire énorme était bloqué comme s'il s'était transformé en pierre. Et vous devez comprendre la gravité de la situation. Sans le broyeur, tout le chantier s'arrêtait. 38 ouvriers, 19 chauffeurs routiers, 5 ingénieurs. Toutes ces familles dépendaient de cette machine pour continuer à travailler. L'entreprise de construction Bertrand & Fils avait déjà fait venir 2 ingénieurs spécialisés qui étaient venus de Lyon, à 3 heures de route, 2 hommes diplômés avec des certificats accrochés au mur de leur bureau, avec des années d'expérience. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Que la machine était morte, irréparable. Qu'il faudrait remplacer le moteur entier pour 165 000 euros, une somme qui briserait le budget du chantier et qui entraînerait probablement des licenciements massifs. Le désespoir s'emparait du chantier. C'est dans ce contexte de crise qu'apparaît notre protagoniste. Léa Rousseau n'avait que 19 ans lorsque cette histoire s'est produite. 19 ans. Vous m'entendez bien? Une jeune femme aux traits méditerranéens marqués, peau bronzée par le soleil du sud, cheveux châtains longs, toujours attachés en queue de cheval pratique pour ne pas gêner le travail. Léa portait une combinaison bleue délavée, tachée de graisse ancienne, que 1000 lavages n'avaient pas réussi à enlever, des bottes en cuir usées mais résistantes, et elle portait sur le dos un sac à dos râpé qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Mais laissez-moi vous raconter qui était vraiment cette jeune fille. Léa avait grandi dans la périphérie d'Avignon, dans le quartier de Montclar, dans une famille modeste où l'argent ne suffisait jamais. Sa mère, Sylvie, travaillait comme femme de ménage dans un lycée municipal, se levant à 4 heures du matin tous les jours pour nettoyer les salles de classe pour 1200 euros par mois. Léa avait à peine connu son père, qui les avait abandonnés quand elle avait 4 ans. Celle qui a vraiment élevé Léa, c'était son oncle Marcel Rousseau, un homme que sa propre famille appelait juste un mécano, comme si c'était peu de chose. Marcel Rousseau avait 72 ans et était une légende oubliée. Pendant 38 ans, il avait été le chef mécanicien des opérations Caterpillar et Klemann dans le sud-est de la France. Vous comprenez? Cet homme maintenait en état de marche les machines les plus complexes du monde, dans des conditions impossibles. La chaleur qui faisait fondre les composants, la poussière qui encrassait tout, l'humidité qui corrodait les circuits. Marcel était celui qui résolvait l'impossible.
Virgin Group France lui avait offert un poste d'ingénieur en chef à Paris avec un salaire qui équivaudrait aujourd'hui à 8 500 € par mois. Et il avait refusé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas quitter le Sud et sa famille. Retraité depuis 10 ans, Marcel vivait de sa modeste pension dans une petite maison simple, dans le même quartier où Léa grandissait. Toute la famille le méprisait, pensant qu'il avait gâché sa vie en n'étant qu'un mécanicien. Mais Léa, depuis l'âge de 12 ans, voyait en lui quelque chose de différent. Elle l'accompagnait dans chaque petite réparation qu'il effectuait pour les voisins, observait chaque mouvement, posait 1000 questions, absorbait les connaissances comme une éponge assoiffée. Marcel trouva dans cette petite curieuse l'élève dont il avait toujours rêvé et lui enseigna tout ce qu'il savait sur la mécanique diesel, les systèmes hydrauliques, les transmissions différentielles, tout. Mais Léa ne s'est pas contentée de cela. Alors qu'elle travaillait pendant la journée dans un petit garage de moto, gagnant 950 € par mois, elle étudiait le soir au lycée professionnel en filière maintenance des véhicules et matériels. Elle était la seule femme de sa classe. Ses camarades faisaient des blagues cruelles, la traitant de camionneuse, disant qu'elle voulait être un homme, faisant des commentaires dégoûtants sur son corps. Léa encaissait en silence, parce que chaque mot faisait mal, mais la connaissance valait la douleur. Et il y a plus. De sa propre initiative, utilisant Internet au cybercafé du quartier, payant 3 € l'heure, Léa téléchargeait des manuels techniques en anglais sur les systèmes électroniques modernes d'injection diesel. Elle a passé des nuits entières à étudier, traduisant mot par mot avec l'aide de Google Traduction, apprenant tout sur les modules ECU, les capteurs de pression, les systèmes Common Rail haute pression que même son oncle Marcel ne maîtrisait pas complètement. Elle savait que l'avenir de la mécanique résidait dans les systèmes électroniques et elle s'y est préparée. Beaucoup de gens appelaient Léa l'arabe, pensant l'offenser, mais elle portait ses racines méditerranéennes avec une immense fierté. Léa disait toujours « Les immigrés du Maghreb », et d'ailleurs sont ceux qui ont construit ce pays avec la sueur de leur front. Nous pouvons respecter notre terre et utiliser des machines comme les broyeurs et les bulldozers pour donner de la dignité par le travail. On peut construire la France tout en respectant notre environnement. Elle défendait également ardemment les travailleurs portugais et nord-africains qui venaient travailler dans le sud, disant que c'était eux qui construisaient le pays avec leur labeur. Ce matin de juillet, lorsque Léa arriva sur le chantier, elle venait parce qu'un ouvrier qu'elle connaissait lui avait parlé du broyeur paralysé. Léa avait offert son aide, et c'est à ce moment qu'elle rencontra Bernard Dubois. Bernard avait 54 ans et était tout ce que Léa n'était pas. Fils d'une famille de classe moyenne supérieure de Marseille, Bernard avait étudié dans des écoles techniques coûteuses, possédait des certifications internationales accrochées au mur et gagnait 7 200 € par mois en tant que chef mécanicien spécialement engagé par l'entreprise de construction. Grand, peau claire, bedaine proéminente de quelqu'un qui mange trop bien, Bernard portait une combinaison impeccable de la marque Dickies, des bottes Caterpillar neuves qui brillaient, et il parlait avec cette autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Mais Bernard portait quelque chose de bien plus lourd que ses outils, un préjugé profond et un vide émotionnel dévastateur. Divorcé depuis 6 ans d'une femme qu'il avait quittée en lui disant qu'il était froid et arrogant, Bernard était éloigné de ses 2 enfants qui refusaient de répondre à ses appels. Il compensait la solitude par une arrogance défensive et avait un mépris viscéral pour les Nord-Africains, les immigrés et surtout pour les femmes dans la mécanique. Pour Bernard, la mécanique était un travail d'homme, et la présence d'une femme dans son territoire professionnel était une insulte personnelle. Lorsque Léa s'approcha du broyeur immobilisé et dit « Excusez-moi, je peux jeter un œil à la machine », Bernard se tourna vers elle avec un regard qui mélangeait surprise et mépris absolu. « Qu'est-ce que tu as dit, gamine ?» Il parla fort, s'assurant que tous les ouvriers autour l'entendent. Léa respira profondément. « Je suis mécanicienne. Je travaille sur les engins de chantier.
Peut-être que je peux aider à identifier le problème. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose que Léa n'oublierait jamais. Bernard commença à rire, pas un rire discret, mais un éclat de rire fort, exagéré, théâtral. Il regarda autour de lui vers les autres hommes et commença son spectacle d'humiliation. « Les gars, vous voyez ça ?» Bernard cria, marchant en cercle comme un acteur sur une scène. Une gamine de 19 ans, une petite bonne femme, veut m'apprendre la mécanique, à moi qui ai 32 ans de métier. Plus de 35 personnes arrêtèrent de travailler pour assister à la scène. Ouvriers, chauffeurs, assistants, tous formant un cercle autour de la scène. Certains riaient avec Bernard, d'autres regardaient le sol, gênés. « Regardez ses vêtements, les gars !» Bernard continua en pointant la combinaison usée de Léa. « C'est ça une mécanicienne? On dirait qu'elle sort du marché aux puces et elle veut donner son avis sur une machine de 780 000 €. » Léa sentit le sang lui monter au visage, mais elle garda une voix ferme. « Monsieur, je propose juste mon aide. J'ai étudié. » « Étudié ?» Bernard l'interrompit avec un sarcasme venimeux. « Étudié où, la petite beurette ? Dans ces petites écoles de quartier pourries, moi j'ai une certification internationale Wirtgen Group. 2 ingénieurs diplômés d'école d'ingénieurs ont déjà déclaré cette machine morte, morte pour toujours. Et toi, avec ton culot, tu penses pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas réussi ?» Le terme « beurette » fut prononcé avec tant de mépris que plusieurs hommes échangèrent des regards mal à l'aise. Mais personne ne défendit Léa. La peur de contrarier Bernard, qui avait le pouvoir de décider qui restait ou partait du chantier, fit taire tout le monde. « Mes amis, ce que vous venez de voir n'était que le début, parce que Bernard Dubois n'était pas du genre à humilier une fois et à s'arrêter là, non. Il a transformé cela en un spectacle complet, et ce qui s'est passé ensuite fut si cruel que ça fait encore mal de le raconter. » Bernard marcha autour de Léa comme un prédateur encerclant sa proie, s'assurant que chaque mot qu'il prononçait soit entendu par tous les 35 hommes qui avaient arrêté de travailler pour regarder. Le soleil de juillet frappait impitoyablement. La sueur coulait sur le visage de tous, mais personne ne bougeait. C'était comme s'ils étaient hypnotisés par cette cruauté publique. « Vous savez ce qui est drôle ?» Bernard continua, sa voix pleine de venin. « C'est que cette petite beurette ne sait probablement même pas la différence entre un moteur diesel et un moteur essence. Elle pense probablement que le broyeur fonctionne avec de la prière du Ramadan. » Quelques rires nerveux résonnèrent parmi les hommes. Léa sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle serra les poings dans les poches de sa combinaison usée, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle n'allait pas lui donner la satisfaction de la voir pleurer. « Monsieur Dubois !» La voix de Léa sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait. « J'ai vraiment étudié les systèmes d'injection diesel modernes. »« Tu as étudié ?» Bernard rugit presque, s'approchant si près d'elle que Léa put sentir l'odeur de café rance dans son haleine. « Tu veux savoir ce que je pense, gamine ? Je pense que tu devrais être à la maison en train de t'occuper d'enfants, de faire la lessive, de préparer le couscous. C'est ça la place d'une femme. Pas ici, pas au milieu d'hommes, de vrais, pas en train de faire semblant de comprendre des machines qui coûtent plus cher que ta cité entière. » C'est à ce moment que Thierry Marchand, l'ingénieur en chef du chantier, un homme de 63 ans aux cheveux grisonnants et à la posture militaire, s'approcha. Léa eut une lueur d'espoir. Peut-être allait-il la défendre, remettre de l'ordre dans tout cela, mais ce que Thierry dit détruisit tout espoir. « La petite doit apprendre sa place, Dubois, » dit Thierry avec un rire condescendant. « Laisse-la partir avec un peu de honte. C'est bon pour elle, ça la fera grandir. » Léa eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Même l'ingénieur en chef, l'autorité suprême du chantier, était du côté de Bernard. Elle regarda autour d'elle, cherchant un visage ami, quelqu'un qui dirait que c'était mal. Et c'est là qu'elle vit Ahmed. Ahmed était un ouvrier de 68 ans, algérien de Constantine, qui était venu en France il y a 45 ans pour trouver du travail. Il était là dans la foule, et Léa vit la colère imprimée sur son visage, ridé par le soleil. Ahmed fit un pas en avant.
Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, vous dépassez les bornes, dit Ahmed de sa voix rauque de fumeur toute sa vie. La demoiselle n'a fait qu'offrir son aide. Il n'y a pas besoin de... Ferme-la, vieux bougnoul. Bernard se retourna comme un serpent attaquant. Tu veux aussi donner ton avis, toi qui ne sers qu'à porter les outils. Vous, les Arabes, vous êtes tous pareils. Vous pensez que parce que vous êtes venus tenter votre chance ici, vous avez le droit d'avoir une opinion. Toi et cette beurette ignorante, vous faites la paire parfaite. Les inutiles du chantier. Ahmed ferma la bouche, humilié publiquement lui aussi. Léa vit la honte envahir le visage du vieil ouvrier, et quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était à propos de tous ceux qui étaient méprisés pour leur origine, leur couleur, leur sexe, leur classe sociale. Mais Bernard n'avait pas encore fini. Il reporta toute son attention sur Léa, et ce qu'il dit ensuite fut la pire partie. « Tu sais quoi, la beurette ?» Bernard croisa les bras, ce sourire cruel sur le visage. « Laisse-moi te raconter une vérité sur cette machine ici. Ce broyeur Cléman MR 130 ZEVO2 a été examiné par 2 ingénieurs, 2 hommes avec des diplômes d'école d'ingénieurs. Des hommes qui ont vraiment étudié, pas dans ces petites écoles de pauvres que tu fréquentes. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Que cette machine est morte, morte pour toujours. Son moteur Scania DC13, avec ses 6 cylindres et 368 chevaux, est irréparable. Tu comprends ce grand mot, ou tu veux que je l'explique doucement? Léa respira profondément. Je sais ce que signifie irréparable, monsieur, mais parfois rien. Bernard explosa à nouveau. Tu as l'audace, la prétention de penser que tu en sais plus que 2 ingénieurs spécialisés? Toi, une gamine de 19 ans, une beurette de cité qui a probablement à peine fini le lycée? J'ai terminé, dit Léa doucement, et j'ai fait une formation professionnelle en maintenance. Le rire de Bernard résonna sur le chantier. Formation pro? Ah, bien sûr, formation pro, cette petite école du gouvernement où n'importe qui entre. Et tu penses que ça te donne l'autorité pour remettre en question des ingénieurs diplômés de vraies écoles? Thierry Marchand, l'ingénieur en chef, posa sa main sur l'épaule de Bernard dans un geste de camaraderie. Dubois a raison, petite. Cette machine va nécessiter un remplacement total du moteur, 165 000 €. C'est déjà décidé. Wirtgen va envoyer un moteur neuf depuis l'Allemagne. Ça va prendre 4 semaines. Le chantier va prendre du retard, mais on n'a pas le choix. La machine est morte. Morte pour toujours, répéta Bernard avec une satisfaction sadique, savourant chaque mot. Tu comprends, la beurette? Morte, finie, capute, il n'y a pas de réparation. Et toi, venir ici avec tes vêtements sales et ton culot offrir ton aide, c'est le comble du ridicule. C'est à ce moment que Léa prit la décision qui allait tout changer. Elle regarda directement dans les yeux de Bernard et, pour la première fois depuis son arrivée, sa voix sortit sans aucun tremblement. « Et si je prouve que vous avez tort ?» Le silence qui tomba sur le chantier fut si profond qu'on pouvait entendre le vent chaud du sud siffler entre les arbres au loin. Bernard cligna des yeux, confus, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit, répéta Léa plus fort maintenant, et si je prouve que vous avez tort, et si cette machine n'est pas morte, et si j'arrive à diagnostiquer le vrai problème que ces 2 ingénieurs n'ont pas vu ?» L'expression de Bernard passa de la confusion à quelque chose de bien plus dangereux, l'amusement cruel. Il regarda Thierry, qui sourit également. C'était l'occasion parfaite de transformer cela en divertissement. « Ah, maintenant ça devient intéressant !» Bernard applaudit. « La petite beurette veut faire un pari. Quel délice, les gars! Faites attention, ça va être bon. » Il marcha lentement autour de Léa, à nouveau, comme un avocat montant son dossier devant un jury. « Très bien, gamine, faisons comme ça. Si toi, seulement toi, sans l'aide de personne, tu arrives à diagnostiquer correctement quel est le problème de cette machine que 2 ingénieurs ont déclarée morte, je vais m'agenouiller ici devant tout le monde et je vais te demander pardon. Je vais admettre que j'avais tort.
Je vais reconnaître que tu en sais plus que moi. Plusieurs hommes commencèrent à sortir leur téléphone portable de leur poche, filmant. Ils voulaient enregistrer ce qu'ils pensaient être l'humiliation finale de Léa. Mais Bernard leva un doigt, le sourire cruel s'élargissant. Quand tu échoueras, et tu vas échouer parce que tu n'es qu'une gamine ignorante qui fait semblant d'être mécanicienne, tu vas faire ce qui suit. Tu vas admettre à haute voix pour que tout le monde entende et enregistre que les femmes ne sont pas faites pour la mécanique lourde. Tu vas dire que tu avais tort, que c'était de la prétention de ta part et que tu n'offriras plus jamais tes services sur aucun chantier de cette région. Tu seras banni. Finis ta petite comédie de mécanicienne. D'accord ? Léa sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle pensa à l'oncle Marcel, à toutes les années qu'il avait consacrées à lui enseigner, à toutes les nuits qu'elle avait passées à étudier seule. Elle pensa à sa mère se levant à 4 heures du matin tous les jours pour nettoyer des salles de classe pour 1200 €. Elle pensa à Ahmed, le vieil Algérien qui avait tenté de la défendre et avait été humilié. Elle pensa aussi à toutes les fois où on l'avait appelée beurette, comme si c'était une insulte, alors qu'en réalité ses racines méditerranéennes étaient une source d'immense fierté. Et puis elle pensa à quelque chose que l'oncle Marcel disait toujours. « Léa, ma petite, la machine ne ment pas, la machine n'a pas de préjugés, la machine dit la vérité si tu sais l'écouter. » Léa tendit la main. « D'accord. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où en France vous regardez. » Bernard serra sa main avec une force excessive, essayant de lui faire mal. Ce sourire de prédateur sur le visage. Magnifique. Thierry, tu es témoin. Les gars, vous êtes tous témoins. Tout ceci est enregistré. Thierry Marchand croisa les bras, souriant. Je témoigne. Mais petite, tu es sûre, tu vas le regretter. J'en suis sûr, dit Léa, et sa voix ne trembla pas. Bernard recula d'un pas, ouvrant les bras dans un geste théâtral. Alors vas-y, la beurette, montre ton talent. Diagnostique le problème que 2 ingénieurs spécialisés n'ont pas réussi à résoudre. Montre que toi, une gamine de 19 ans qui a à peine fini sa formation pro, tu es plus intelligente que des hommes avec des décennies d'expérience. Vas-y, j'attends. Tout le monde attend. Plus de 12 hommes filmaient maintenant avec leur portable. Ils étaient absolument certains d'être sur le point de témoigner de l'échec humiliant de Léa et voulaient enregistrer chaque seconde. Léa s'approcha du gigantesque broyeur Kleman MR 130 ZEVO2. 38 tonnes d'acier et de technologie. 4,10 mètres de hauteur. Ce rouge et noir caractéristique de Kleman, maintenant poussiéreux par la terre ocre du sud. La mâchoire énorme, capable de broyer 450 tonnes de béton par heure, était abaissée et immobile, comme un géant endormi qui ne se réveillerait plus jamais. Elle posa sa main sur le métal chaud de la machine et ferma les yeux un instant. Au fond de son esprit, elle entendit la voix de l'oncle Marcel. « Première chose, ma petite, écoute la machine. La machine parle toujours. Tu dois juste savoir sa langue. » Léa monta dans la cabine du broyeur. L'intérieur était étouffant, le cuir des sièges brûlant de chaleur. Elle s'assit sur le siège de l'opérateur, sentant le poids de ce moment. Bernard et tous les autres observèrent d'en bas, attendant, certains riant déjà par anticipation. « Silence !» cria Léa depuis la cabine. « J'ai besoin d'un silence absolu. » Bernard fit un geste sarcastique. « Vous avez entendu la petite ? Elle a besoin de silence. Donnez-lui le silence, les gars. Laissez-la faire son petit spectacle. » Le chantier devint silencieux. Léa tourna la clé de contact. Rien. Pas un clic, pas un soupir, pas cette vibration initiale qui précède le démarrage. Elle essaya à nouveau. Rien. Une 3e fois. Absolument rien. La machine était complètement morte. Mais Léa écoutait quelque chose que personne d'autre n'écoutait. Et puis, elle vit. Elle vit ce que les 2 ingénieurs spécialisés n'avaient pas vu. Elle vit ce que Bernard, avec toute son arrogance, n'avait pas cherché. Léa descendit de la cabine avec des mouvements décidés.
Elle alla sur le côté de la machine, ouvrit le capot géant qui protégeait le moteur Scania DC-13 et regarda à l'intérieur avec des yeux que Bernard méprisait, mais qui voyaient la vérité. Et mes chers amis, ce qui se passa ensuite fut le début du plus grand retournement de situation que ce chantier n'ait jamais vu. Léa examina le moteur Scania DC-13 avec une concentration absolue qui contrastait brutalement avec le cirque d'humiliation que Bernard avait monté quelques minutes auparavant. Ses mains, petites mais calleuses d'années à travailler avec le métal et la graisse, touchaient des composants, testaient des connexions, vérifiaient des tuyaux. Le silence sur le chantier était si profond que le seul son était le vent chaud soufflant entre les arbres au loin et le bruissement occasionnel d'un ouvrier changeant de position. Bernard observait, bras croisés, ce sourire de satisfaction anticipé sur le visage. Il était vraiment différent de tout cela. 1,88 m de hauteur, peau claire, qui contrastait avec la majorité des travailleurs bronzés du Sud, traits marqués européens qu'il adorait souligner quand il le voulait. Bernard Dubois était marseillais de naissance, fils d'immigrés italiens de la région de Vénétie, qui était arrivé en France dans les années 1970. Son grand-père paternel, Giuseppe Dubois, avait été mécanicien naval au port de Marseille. Et Bernard avait grandi en entendant des histoires sur la supériorité européenne, sur comment les Italiens avaient construit la France avec du vrai travail. Quand Bernard s'était installé à Avignon à 27 ans, il avait emporté avec lui non seulement les connaissances techniques qu'il avait apprises dans les écoles chères de Marseille, mais aussi un complexe de supériorité raciale et culturelle qui n'avait fait qu'empirer avec les années. Pour lui, sa taille, ses traits européens, sa peau claire, son nom italien, étaient des preuves qu'il était naturellement supérieur aux gens du Sud. Il voyait les travailleurs méditerranéens, surtout les immigrés maghrébins et africains, comme inférieurs, comme des gens qui devraient être reconnaissants de travailler sous ses ordres. « Alors, la beurette !» cria Bernard depuis sa position au sol, regardant Léa qui examinait toujours le moteur. « Tu as déjà trouvé le problème, ou tu as déjà compris que tu te ridiculises ?» Léa ne répondit pas. Elle continua à examiner, ses mains touchant maintenant la région du système d'injection haute pression. Les deux ingénieurs qui avaient déclaré la machine morte s'étaient concentrés complètement sur la pompe d'injection haute pression, supposant une défaillance mécanique. Ils avaient testé la pression, purgé les lignes, vérifié les filtres, démonté des composants. Tout fonctionnait mécaniquement. C'est pourquoi ils avaient déclaré que le problème était terminal, qu'il faudrait remplacer le moteur entier. Mais Léa cherchait quelque chose de différent. Quelque chose qui nécessitait une connaissance des systèmes électroniques modernes qu'elle avait étudié seule pendant des années. Elle localisa le module ECU, Engine Control Unit, le cerveau électronique qui contrôlait tout le fonctionnement du moteur Scania DC-13. Et puis ses yeux trouvèrent ce qu'elle cherchait, le capteur de pression du rail haute pression. Thierry Marchand, l'ingénieur en chef, regarda sa montre Casio dorée et soupira avec impatience. « Dubois, je pense que ça suffit. La petite ne sait pas ce qu'elle fait. Arrêtons cette mascarade. »« Non, non !» Bernard leva la main théâtralement. « Laisse-la finir. Elle a fait un pari. Elle doit l'honorer. La beurette, tu as encore 5 minutes. Après ça, tu vas admettre que les femmes ne sont pas faites pour la mécanique et tu vas disparaître d'ici. » C'est à ce moment que Léa descendit de la machine. Elle marcha jusqu'à sa vieille moto Yamaha MT-07 grise, celle qu'elle avait achetée d'occasion pour 2800 € et qui était son seul moyen de transport. Du sac à dos usé attaché au porte-bagages, elle sortit un ordinateur portable Dell vieux, écran de 15 pouces avec le cadre fissuré, autocollant décoloré sur le couvercle. C'était un ordinateur de 5e ou 6e main qu'elle avait acheté dans une brocante électronique pour 180 € et qu'elle avait elle-même restauré. « C'est quoi ça ?» rigola Bernard. « Tu vas envoyer un email à la machine ? Tu vas chercher sur Google comment réparer ?» Léa l'ignora complètement.
Elle retourna au broyeur, ouvrit l'ordinateur portable et commença à chercher quelque chose de spécifique. Bernard, réalisant qu'elle prenait cela trop au sérieux, ressentit pour la première fois un petit malaise. Il s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais ?» Léa localisa le port de diagnostic OBD de la machine, caché sous un panneau de protection sur le côté du châssis. Elle connecta un câble adaptateur qu'elle avait elle-même monté en soudant des composants achetés dans des magasins d'électronique et le brancha à l'ordinateur portable. « Tu n'as même pas le bon équipement. » Bernard pointa d'un ton accusateur. « Le système de diagnostic Wirtgen ET coûte 18 500 €. Tu utilises un vieux portable avec un logiciel piraté. Ça ne va pas marcher. » Mais Léa tapait déjà des commandes. Elle avait passé 9 mois à étudier des tutoriels en anglais sur comment configurer des logiciels de diagnostic automobile sur des ordinateurs ordinaires, comment faire de la rétro-ingénierie de protocoles de communication, comment adapter des câbles. C'était illégal, probablement, mais ça fonctionnait. L'écran de l'ordinateur portable commença à afficher des codes, des lignes d'information technique défilant rapidement. Léa tapait avec une vitesse surprenante, naviguant dans les menus, accédant au système, lisant des données que seule elle comprenait là. Bernard sentit le premier frisson de nervosité réelle. « Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas l'autorisation de Wirtgen pour accéder à ces systèmes. »« Je n'ai pas besoin d'autorisation pour lire des codes d'erreur, » répondit Léa sans quitter l'écran des yeux. N'importe quel mécanicien compétent devrait faire ça avant de déclarer une machine morte. L'insulte implicite frappa Bernard comme une gifle. « Écoute-moi bien, espèce de... »« Je l'ai trouvé !» cria Léa, et pour la première fois sa voix sortit avec une vraie émotion, presque triomphante. Elle tourna l'ordinateur portable pour que tout le monde puisse voir l'écran. Sur l'interface du logiciel de diagnostic, clignotant en rouge, il y avait un code. P193. C'est quoi ça? Thierry Marchand s'approcha en fronçant les sourcils. Léa respira profondément. C'était le moment de montrer tout ce qu'elle savait. « Le problème n'est pas mécanique », commença-t-elle. Et sa voix portait maintenant une autorité technique que personne n'attendait d'une jeune fille de 19 ans. Les 2 ingénieurs qui ont examiné cette machine ont diagnostiqué une défaillance de la pompe d'injection haute pression. Ils ont supposé que le problème était mécanique parce que le moteur ne démarre pas. Mais ils ont tort. La pompe est parfaite. Impossible! Bernard cracha presque. Ils ont testé la pompe, mesuré la pression, tout testé mécaniquement. Léa continua, regardant maintenant directement Bernard. Mais personne n'a connecté un ordinateur de diagnostic pour lire les codes d'erreur du module ECU. Personne n'a vérifié le système électronique. Et c'est exactement là que se trouve le problème. Elle pointa vers l'écran de l'ordinateur portable. Code P0193. Signification Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input. En français, capteur de pression du rail de carburant avec entrée élevée. Le capteur de pression du système Common Rail haute pression est défectueux. Il envoie des données complètement erronées au module ECU. Thierry secoua la tête, confus. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que le moteur ne démarre pas? Léa marcha jusqu'au moteur ouvert et pointa vers un composant spécifique. Ceci est le capteur de pression, numéro de pièce, Bosch 02 281 0002 937. Il surveille la pression dans le rail haute pression, où le diesel est stocké avant d'être injecté dans les cylindres. Ce moteur Scania DC13 fonctionne avec une pression nominale de 1800 bars. 1800 bars, c'est une pression absurde, suffisante pour couper de l'acier. C'est pourquoi le système a des protections électroniques rigoureuses. Elle retourna à l'ordinateur portable et montra des chiffres sur l'écran. Ce capteur défectueux envoie une lecture de 2650 bars à l'ECU. 2650. Le module, interprétant cela comme une surpression dangereuse qui pourrait faire exploser tout le système, entre automatiquement en mode sécurité et coupe complètement l'injection de carburant. C'est pour ça que le moteur ne démarre pas. Il n'est pas mort. Il a été éteint par son propre système de protection.
Le silence qui tomba sur le chantier fut différent de tous les précédents. Ce n'était pas un silence d'attente ou de cruauté anticipée, c'était un silence de choc absolu. Léa continua, implacable. Le moteur Scania DC-13 de ce modèle MR130ZEVO2 a un système d'injection directe Common Rail. Le timing d'injection, le moment exact où le diesel entre dans les cylindres, dépend à 100% des lectures précises de ce capteur. Un capteur défectueux paralyse tout. Mais le moteur lui-même, la pompe, les injecteurs, tout fonctionne parfaitement. Remplacer le moteur entier pour 165 000 € serait jeter l'argent par les fenêtres. Bernard était pâle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. « Combien coûte ce capteur ?» demanda Thierry. Sa voix maintenant sans aucune trace de condescendance. « 420 €, répondit Léa. « 420 € contre 165 000 €. C'est la différence entre un diagnostic correct et un diagnostic paresseux. » Mensonge! Bernard retrouva finalement sa voix, mais elle sortit stridente, désespérée. Tu inventes tout ça. Tu as configuré cet ordinateur pour montrer ce que tu veux. C'est de la fraude. Léa le regarda avec un calme dévastateur. Alors dites-moi, monsieur Dubois, pourquoi les deux ingénieurs spécialisés n'ont-ils pas connecté un ordinateur de diagnostic? Pourquoi personne n'a lu les codes d'erreur de l'ECU? Pourquoi tout le monde a supposé une défaillance mécanique sans vérifier le système électronique en premier? Bernard n'avait pas de réponse. Ces traits italiens, qu'il utilisait toujours comme symbole de supériorité, étaient maintenant tordus dans une expression de défaite et de fureur impuissante. « Je vais le prouver, » dit Léa. « Je vais remplacer ce capteur maintenant devant tout le monde et cette machine va revenir à la vie. Et quand cela arrivera, vous allez tenir votre promesse. Vous allez vous agenouiller et demander pardon. » Tu n'as pas le capteur. Bernard s'accrocha à son dernier espoir. Léa sourit pour la première fois depuis son arrivée. Ce fut un petit sourire, mais chargé de victoire anticipée. Elle retourna à sa moto et de son sac à dos usé sortit une petite boîte Bosch scellée avec le code 0281 002 937 imprimé sur le côté. « Je porte toujours des capteurs de pression avec moi, » dit-elle. « Ce sont les composants électroniques qui tombent le plus en panne sur les engins de chantier modernes. J'ai acheté 2 de ceux-ci avec l'argent que j'ai économisé en 7 mois, 210 € chacun, sur un site de pièces en ligne, mais ce sont des originaux Bosch. » Bernard chancela en arrière, comme s'il avait été poussé. Thierry Marchand regardait Léa avec une expression mêlant stupéfaction et quelque chose proche de l'admiration. Ahmed, le vieil ouvrier algérien qui avait tenté de défendre Léa avant, commença à sourire. Et puis il commença à applaudir, lentement au début, puis plus vite. D'autres ouvriers, principalement les Nord-Africains et les quelques Portugais du chantier, commencèrent à l'accompagner. Les applaudissements grandirent jusqu'à devenir assourdissants, et Bernard Dubois, le chef mécanicien marseillais aux traits italiens, qui se croyait supérieur à tout cela, réalisa qu'il venait d'être humilié par la beurette qu'il avait tant méprisée. Léa prit sa boîte à outils, une mallette vieille en métal rouge décoloré qui avait appartenu à l'oncle Marcel dans les années 1990 et commença à travailler. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale, déconnectant le capteur défectueux du système Common Rail. Le composant mesurait environ 9 cm de longueur, cylindrique avec un connecteur électrique à 4 broches à l'extrémité. Quand elle le retira complètement et le montra à tout le monde, le défaut devint visible. Il y avait de la corrosion verdâtre sur les broches du connecteur causée par l'humidité extrême du sud qui s'infiltrait même dans les joints les plus résistants. Vous voyez? Léa leva le capteur défectueux. Corrosion sur les contacts électriques. Ça cause des lectures erratiques. L'ECU interprète ça comme une défaillance critique et coupe tout. Il n'y a rien de mal avec le moteur. Rien. Elle installa le nouveau capteur en moins de 18 minutes, connecta les câbles, vérifia les joints, nettoya les contacts avec du spray nettoyant pour contact qu'elle portait dans son sac à dos.
Ensuite, elle retourna à l'ordinateur portable, réinitialisa les codes d'erreur du module ECU, suivant la procédure correcte qu'elle avait mémorisée des manuels techniques en anglais. Chaque étape était exécutée avec une confiance absolue. Bernard observait dans un silence sépulcral, le visage de plus en plus pâle. Thierry Marchand était maintenant complètement concentré sur le travail de Léa, sa posture changeant graduellement du scepticisme à la reconnaissance. « C'est fait », annonça Léa, après 26 minutes de travail. « Je vais démarrer maintenant. » Elle monta dans la cabine du broyeur, s'assit sur le siège de l'opérateur et tourna la clé de contact. Pendant 3 secondes, il n'y eut rien d'autre que le son du démarreur tournant. Puis, ça arriva. Le moteur Scania DC-13 à 6 cylindres rugit et revint à la vie avec un son de tonnerre qui fit vibrer le sol. 368 chevaux de puissance se réveillèrent d'un coup, ce ronronnement caractéristique de diesel lourd remplissant le chantier. La fumée noire de la combustion initiale sortit par les échappements. Le système hydraulique répondit immédiatement et Léa fit bouger la mâchoire géante de haut en bas, démontrant que tout fonctionnait parfaitement. La machine qui était morte pour toujours était ressuscitée. Le chantier explosa en applaudissements, cris, sifflements. Les ouvriers jetaient leurs casques en l'air, s'embrassaient les uns les autres. 38 familles qui étaient au bord du licenciement venaient de voir leurs emplois sauvés. Le chantier de 8,3 millions d'euros ne serait pas annulé. Tout cela grâce à un capteur de 420 € qu'une jeune fille de 19 ans avait identifié en moins d'une demi-heure. Léa éteignit le moteur et descendit de la cabine. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Toute la tension accumulée enfin libérée. Ahmed, le vieil ouvrier algérien, fut le premier à l'embrasser. Sa voix rauque, brisée par l'émotion. « Je le savais, petite. Je savais que tu étais bonne. Que Dieu te bénisse. » D'autres ouvriers s'approchèrent, serrant sa main, tapant dans son dos. Mais tous les yeux se tournèrent finalement vers Bernard Dubois. Le chef mécanicien marseillais était debout, au même endroit, bras tombant le long du corps, complètement détruit. Sa supériorité raciale, ses traits italiens, ses 32 ans d'expérience, son salaire de 7 200 €, rien de tout cela n'importait maintenant. Il venait d'être vaincu complètement et publiquement par celle qu'il avait appelée « beurette ignorante ». Thierry Marchand marcha jusqu'à Bernard et parla bas, mais assez fort pour que beaucoup entendent. « Tu as fait une promesse devant tout le monde. C'est enregistré. » Bernard ferma les yeux. Il savait ce qu'il devait faire, mais chaque fibre de son être résistait. Son arrogance, construite au fil de décennies comme bouclier contre ses propres insécurités et sa solitude, était en train d'être démolie pierre par pierre. « Dubois, » répéta Thierry plus fermement. « Tiens ta parole. » Le silence revint sur le chantier. Léa était debout à 6 mètres de distance, essuyant toujours les larmes de son visage. Elle ne dit rien, attendit juste. Bernard ouvrit les yeux et marcha lentement jusqu'à Léa. Chaque pas semblait peser des tonnes. Quand il arriva devant elle, il hésita pendant de longues secondes. Puis, lentement, il plia les genoux et s'agenouilla sur le sol de terre ocre du sud. Un homme de 1,98 m de hauteur, aux traits européens marqués, qui avait toujours utilisé son apparence comme symbole de supériorité, était agenouillé devant une jeune femme d'origine méditerranéenne, à l'apparence humble qu'il avait ridiculisée brutalement. « Je demande pardon », commença Bernard, et sa voix sortit étranglée. « J'avais tort, complètement tort. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, quelque chose d'inattendu se produisit. Une vieille Peugeot 205, 1992, bleu clair, avec la carrosserie tachée par la rouille et le moteur ronronnant irrégulièrement, entra sur le chantier. Le conducteur était un monsieur de 72 ans, petit, mince, avec des cheveux complètement blancs, portant une combinaison usée qui avait été bleue, mais qui était maintenant d'une couleur indéfinissable, entre gris et marron. Marcel Rousseau, l'oncle Marcel, était arrivé.
Un ouvrier plus jeune l'avait appelé, lui racontant l'humiliation que Léa subissait. Et Marcel était parti en courant de chez lui. Mais il arriva tard. La bataille avait déjà été gagnée. Marcel sortit de la Peugeot et resta debout, observant la scène. Bernard agenouillé, Léa pleurant, le broyeur fonctionnant en arrière-plan. Il comprit immédiatement tout. Au début, personne ne prêta beaucoup d'attention au vieil homme. Juste un autre monsieur d'apparence humble arrivant sur le chantier. Mais alors, Ahmed, l'ouvrier algérien de 68 ans, tourna la tête et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il voyait un fantôme. « Je n'y crois pas », murmura Ahmed. Puis il cria « Mon Dieu, c'est Marcel Rousseau! Marcel Rousseau est là !» Le nom résonna sur le chantier comme un coup de tonnerre. Les ouvriers plus âgés, ceux qui travaillaient dans la région depuis des décennies, commencèrent à se retourner, à regarder, à reconnaître. Un par un, les expressions changeaient de curiosité à choc absolu. Jacques, un opérateur d'excavatrice de 61 ans, lâcha sa gamelle et courut vers le vieil homme. « Monsieur Marcel !»« Monsieur Marcel de Caterpillar, Marcel Rousseau !» Un autre cria « la légende est là !» Thierry Marchand fronça les sourcils confus. « Qui est Marcel Rousseau ?» Ahmed se tourna vers l'ingénieur en chef avec une expression mêlant révérence et indignation. « Qui est Marcel Rousseau ? Qui est Marcel Rousseau ? Ingénieur, vous ne savez rien de l'histoire de la mécanique lourde dans cette région. » Marcel marcha calmement jusqu'au centre de la foule, faisant signe timidement à ceux qui le reconnaissaient. C'était un homme d'extrême humilité, mal à l'aise avec l'attention, mais Ahmed n'allait pas laisser passer. Cet homme, pointa Ahmed vers Marcel avec vénération, est la plus grande légende vivante de la mécanique d'engins lourds du sud-est de la France. Dans les années 2000, il maintenait seul 35 machines Caterpillar et Kleemann en fonctionnement dans une opération de carrière au milieu de nulle part, à 250 km de la station-service la plus proche. 250 km. Un autre ouvrier plus âgé, un monsieur appelé Henri, de 66 ans, prit la parole. « J'ai travaillé avec monsieur Marcel en 2003 sur un chantier à Carpentras. Une excavatrice Liber 936 a cassé le système hydraulique au milieu de nulle part, sans pièces, sans outils adéquats. Monsieur Marcel a fabriqué une pompe hydraulique en utilisant des pièces d'un vieux camion et de la ferraille. Fabriquée. La machine a travaillé 6 mois de plus avec cette pompe improvisée. Wergen Group France lui a offert un poste d'ingénieur en chef à Paris, continua Ahmed, sa voix émue. Un salaire qui serait aujourd'hui 8 500 € par mois. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a dit qu'il ne quitterait pas le Sud, qu'il n'abandonnerait pas sa famille et sa terre. Marcel devenait rouge de gêne. « Les gars, arrêtez ça. Je faisais juste mon travail. »« Travail ?» s'exclama pratiquement Henri. « Monsieur Marcel, vous avez sauvé mon emploi 4 fois. 4. Quand tout le monde avait abandonné, vous arriviez et vous résolviez le problème. » Bernard, toujours agenouillé au sol, regardait Marcel Rousseau avec une expression d'horreur croissante. Il commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Cette beurette qu'il avait humiliée n'était pas juste une mécanicienne talentueuse. Elle était la protégée, l'élève, l'héritière d'une légende vivante. Marcel marcha finalement jusqu'à Léa et posa sa main sur son épaule. « Ça va, ma petite ?» Léa embrassa son oncle, sanglotant sur son épaule. « J'ai réussi, tonton Marcel, j'ai réussi !»« Je sais que tu as réussi, » dit Marcel avec une tendresse infinie. « J'ai toujours su que tu réussirais. » Puis Marcel se tourna vers la foule, et quand il parla, sa voix portait une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de volume élevé pour être entendue. « Cette petite n'a pas seulement appris avec moi, » commença-t-il. « Elle m'a dépassé. Je comprends la mécanique diesel traditionnelle, les pompes mécaniques, les systèmes hydrauliques conventionnels. Mais ces systèmes électroniques modernes, cette technologie d'injection informatisée, ces capteurs et modules, ça, elle l'a étudié toute seule. 3 ans à étudier des manuels en anglais que je ne peux même pas bien lire.
Pendant que vous l'appeliez ignorante, elle apprenait l'ingénierie électronique automobile que la moitié des ingénieurs diplômés ne comprennent pas. Marcel regarda le broyeur en fonctionnement. Et il y a plus. Cette petite comprend quelque chose que beaucoup de gens oublient. Elle défend les immigrés maghrébins et africains que certains méprisent. Mais elle sait aussi que des machines comme celle-ci, qui broient du béton, qui construisent des routes, qui bâtissent la France, sont essentielles. Elle comprend qu'on peut respecter notre environnement et quand même donner de la dignité par le travail. C'est une sagesse qu'aucun diplôme n'enseigne. Thierry Marchand était maintenant complètement embarrassé. Il s'approcha de Léa et parla avec une sincérité genuine. « Mademoiselle Léa, j'ai été un idiot. J'ai permis qu'une terrible injustice se produise. S'il vous plaît, acceptez mes plus profondes excuses. » Bernard était toujours agenouillé, des larmes coulant maintenant sur son visage. L'arrogance avait été complètement détruite, ne laissant qu'un homme brisé, confrontant l'énormité de ses préjugés. Léa le regarda et fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit la main. « Levez-vous, monsieur Dubois. » Bernard prit la main de Léa et se leva lentement, les jambes tremblantes. Il la regarda dans les yeux et dit d'une voix brisée, « Vous avez tous les droits de me haïr. Tous les droits. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai failli vous détruire par pur préjugé, par arrogance, en pensant que mon origine, mon apparence, ma formation me rendaient supérieur. J'avais tort sur tout. » Léa respira profondément. « Monsieur Dubois, vous avez des connaissances. Vous êtes un bon mécanicien dans ce que vous maîtrisez. Le problème n'a jamais été votre technique, c'était votre cœur. Si vous voulez vraiment changer, si vous voulez apprendre à voir les gens pour ce qu'ils sont et non pour leur apparence ou leur origine, alors j'accepte de travailler avec vous. Pas pour vous, avec vous. » Ces mots brisèrent la dernière barrière de résistance en Bernard. Il sanglota ouvertement, sans honte, devant tout le monde. L'humilité réelle, genuine, avait finalement trouvé sa place en lui. Thierry Marchand prit une décision immédiate. « Mademoiselle Léa, je veux vous offrir un contrat comme superviseur technique de ce chantier. 4 800 € mensuels. Vous seriez responsable de la maintenance de toute notre flotte d'engins lourds. Nous avons 18 équipements ici, évalués à 5,2 millions d'euros. J'ai besoin de quelqu'un de compétent et vous venez de prouver que vous l'êtes. » Léa était en état de choc. 4 800 €, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie, plus que ce que sa mère gagnait en 4 mois de nettoyage. « Et monsieur Dubois ?» demanda Léa. « Dubois peut rester comme votre assistant s'il accepte, » répondit Thierry. « Ce sera une inversion de hiérarchie, mais je crois que ce sera bon pour tout le monde. » Bernard n'hésita pas une seconde. « J'accepte complètement. » Dans les heures suivantes, Léa et Bernard travaillèrent ensemble pour la première fois. Ils vérifièrent tous les systèmes du broyeur, firent des tests complets, s'assurèrent que tout fonctionnait parfaitement. La machine, qui était morte pour toujours, fonctionnait maintenant comme neuve. Le coût total de la réparation, 420 € pour un capteur contre 165 000 € qui auraient été dépensés inutilement. Le chantier était sauvé. 8,3 millions d'euros d'investissement, 38 familles d'ouvriers, 19 chauffeurs routiers, tous avec leurs emplois garantis grâce au diagnostic correct d'une jeune femme que presque tout le monde avait sous-estimé. 11 mois se sont écoulés depuis ce jour de juillet sur le chantier d'Avignon. Le soleil du matin illuminait le même endroit, mais tout était transformé. Léa Rousseau, maintenant âgée de 20 ans tout juste, portait une combinaison neuve de la marque Wurth, des bottes de sécurité appropriées, et portait une tablette professionnelle de diagnostic connectée à tous les engins de la flotte. Elle était devenue la superviseure technique la plus jeune de l'histoire de l'entreprise Bertrand Fils, responsable d'équipements valant des millions. Bernard Dubois travaillait à ses côtés comme assistant technique. L'inversion de hiérarchie, qui aurait pu être humiliante, devint son salut. Bernard reconquit finalement le contact avec ses 2 enfants, qui lui rendaient maintenant visite régulièrement dans le sud.
Il attribuait cette transformation complètement à Léa, disant qu'elle avait réveillé l'humanité qu'il avait enterrée sous des couches d'arrogance et de préjugés. La relation entre Léa et Bernard évolua vers quelque chose ressemblant à une fraternité. Elle lui enseignait les systèmes électroniques modernes, tandis qu'ils partageaient des décennies d'expériences pratiques. Ensemble, ils créèrent un duo extraordinairement efficace. Mais la plus grande transformation se produisit ailleurs, sur le terrain à côté du chantier. L'entreprise Bertrand & Fils construisit un hangar de 350 m². Un grand panneau à l'entrée disait « Programme Tonton Marcel de formation en mécanique d'engins lourds ». Marcel Rousseau, finalement reconnu et valorisé, donnait des cours 4 fois par semaine sur la mécanique diesel traditionnelle, les systèmes hydrauliques et la maintenance préventive. Léa enseignait l'électronique automobile, le diagnostic informatisé et les systèmes modernes d'injection. Bernard, dans son parcours de rédemption, donnait des cours sur les procédures de sécurité et l'éthique professionnelle. Le programme était complètement gratuit et focalisé spécifiquement sur les jeunes d'origine immigrée et de milieux défavorisés de la région, exactement ceux que Bernard avait méprisés. En 11 mois, 52 jeunes s'étaient déjà diplômés, 24 d'origine maghrébine, 18 d'origine africaine subsaharienne et 10 de familles françaises défavorisées. De ces 52, 38 étaient déjà employés sur des chantiers dans toute la région, gagnant entre 1 800 et 3 500 € mensuels. Sylvie, la mère de Léa, put finalement quitter son emploi épuisant de femme de ménage. Léa acheta une maison simple mais digne, dans un quartier calme d'Avignon, avec 4 chambres, où elle, sa mère et l'oncle Marcel vivaient ensemble. Marcel avait finalement la reconnaissance qu'il méritait, non pas de la famille, qu'il avait toujours méprisée, mais de toute la communauté qui connaissait sa valeur. L'histoire de comment une jeune fille de 19 ans avait sauvé un chantier de 8,3 millions d'euros et prouvé que le broyeur n'était pas mort pour toujours, se répandit dans tout le sud et les régions voisines. Léa reçut des invitations pour donner des conférences, apparut dans des programmes de radio locaux, devint un symbole de résistance contre les préjugés. Mais elle restait humble. Chaque matin, avant de commencer le travail, Léa visitait le hangar du programme Tonton Marcel et parlait avec les élèves. Elle racontait son histoire, incluant l'humiliation qu'elle avait subie, parce qu'elle voulait qu'ils sachent que les préjugés font mal, mais ne définissent pas qui vous êtes. Vous allez affronter des gens qui vous sous-estimeront, disait-elle aux jeunes, à cause de la couleur de peau, de l'origine, de l'accent, de l'apparence. Mais souvenez-vous, la machine n'a pas de préjugés. La machine dit la vérité si vous savez l'écouter. Et quand vous prouverez votre compétence, quand vous montrerez votre valeur par la connaissance et le travail, ces mêmes personnes qui ont douté devront reconnaître. Et certains, comme M. Dubois, vont même vraiment changer. Bernard, présent à l'une de ces conférences, acquiesça de la tête, les larmes aux yeux. Il n'oublierait jamais le jour où ses préjugés avaient failli coûter des millions, failli détruire des dizaines de familles et failli lui faire perdre complètement son humanité. Le broyeur Cléman MR 130 ZEVO2, celui qui était mort pour toujours, continuait à fonctionner parfaitement. Plus de 2800 heures d'opération depuis la réparation, broyant du béton, construisant des routes, aidant à développer la région, un monument vivant à la preuve que sous-estimer quelqu'un par préjugé est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse commettre. Et Léa Rousseau, la jeune femme d'origine méditerranéenne à l'apparence humble, qui avait été traitée d'ignorante, prouva que la connaissance n'a pas de couleur, pas de genre, pas de classe sociale. Elle n'a que la vérité.